Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. Bienvenue dans cette émission spéciale du Business Club de France consacrée aujourd'hui à la Silver Economy ou l'économie des seniors. Alors qui sont ces seniors? Que veulent-ils? Quelles sont leurs attentes? Combien dépensent-ils? Comment se porte cette économie? Quelles opportunités de business et de nouveaux business? Nous ouvrirons le dossier et nous aborderons tous ces thèmes dans cette émission spéciale. À noter également que dans la dernière partie de ce 352e numéro du Business Club de France, nous retrouverons le médiateur national interentreprise Pierre Pelouzet. Et aujourd'hui, nous verrons pourquoi certains avocats font désormais appel à la médiation pour résoudre rapidement des difficultés que peuvent rencontrer des chefs d'entreprise. Soyez les bienvenus. La population française vieillit, les seniors représentent 15 millions de personnes, c'est à peu près 24% de la population et d'après les projections démographiques, ils seront 20 millions en 2030 et certainement 24-25 millions en 2060. Alain Bosetti, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du salon Silver Economy Expo qui se tient à Paris du 24 au 26 novembre prochain. J'ai envie de vous poser une question directe. À quel âge devient-on senior ? 50 ans. L'âge pivot. C'est ça. Après, il y a la ménagère de moins de 5 ans, donc il y a également celle de plus de 50. 50 ans, c'est un âge pivot. Oui. C'est l'âge auquel on a le maximum de revenus disponible parce qu'on est au summum de sa carrière professionnelle en général et on a le moins de charges parce qu'en général sa résidence principale est payée et on a plus d'enfants à charge. Donc c'est le moment où on a le plus de moyens pour pouvoir profiter de la vie et également travailler. Mais après la définition des seniors, ça peut être 50 ans, c'est cet âge administratif, 45 ans pour Pôle emploi, 60 ah oui. 45 ans pour Pôle emploi, voilà. Tout de suite ça fait... 60 ans, c'est un âge plus encore administratif au niveau des aides pour la retraite. 75 ans, c'est l'âge moyen du premier gros pépin de santé. 87 ans, c'est l'âge moyen d'entrée en dépendance. Donc, selon les catégories et segments de seniors, la définition peut bouger. Mais les 15 millions que vous citiez, Michel, tout à l'heure, c'est effectivement 15 millions de Français qui ont plus de 60 ans. Voilà, donc pour ces plus de 60 ans, en tout cas, ou plus de 50 ans, ils dépensent beaucoup. C'est 54% de la consommation dans ce pays. Ah oui, c'est ça. Il faut en prendre conscience, c'est que 1 euro sur 2 dépensé en France en consommation courante est le fait des seniors, dans l'alimentation, les services, l'amélioration de l'habitat au sens large, hein, et donc le tourisme également, on a tout à 47-48. Donc oui, 1 euro sur 2 est dépensé par les plus de 50 ans. Alors j'ai un autre chiffre qui m'impressionne toujours, c'est un marché qui est estimé à 92 milliards d'euros en 2013. Oui, on estime ce marché, ça flirte les 100 milliards, on projette dans les 5 ans qui viennent un marché autour de 130 milliards d'euros. Bon, ces projections, c'est un chiffre qui a été défini par un senior stratégique, donc c'est des projections de dépenses. Tout dépend où on met le curseur, sachant que si vous voulez, vous avez 3 grands types de seniors: les seniors en bonne santé, les seniors fragiles et les seniors dépendants. Et plus on va vers la 3e catégorie, plus les dépenses de consommation se réduisent. En revanche, des dépenses d'assistance, d'aide à l'autonomie augmentent. Alors justement, on va en parler. Cette économie est dominée aujourd'hui, effectivement, peut-être par des activités d'accompagnement à la personne, de prévention de la dépendance, de services santé, habitat et mobilité. Et les technologies sont de plus en plus présentes. Bonjour Caroline Blocher. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de Medissimo. Medissimo, ce sont des solutions visant à résoudre le problème de la non-observance thérapeutique. Autrement dit, avec des mots plus simples, ce sont des appareils qui permettent d'accompagner un patient dans sa prise régulière et planifiée de médicaments. Oui, tout à fait. Le pilulier connecté aide au bon usage des médicaments, aide le patient à ne pas oublier de prendre ses médicaments tous les jours. Alors, votre pilulier, le dernier, c'est Immedipac, c'est celui-là ? Oui, tout à fait. Immedipac, donc est notre dernier pilulier connecté, tout adapté pour le domicile et tout à fait utile pour la silver patientèle. Ouais. Donc ces personnes, alors moi je les appelle plutôt les 3x20. Ce sont des personnes d'expérience, qui sont de plus en plus souvent en bonne santé et qui, malgré tout, ont des traitements chroniques. Donc, ont besoin de prendre des médicaments tous les jours, toute l'année. Ouais. On va détailler dans un instant les différents produits, puis la stratégie que vous avez mis en place pour pouvoir développer ces produits innovants. Je salue nos autres invités. Emmanuel Ballandras, bonjour. Bonjour Michel. Alors, vous êtes directeur de marché système domotique et assistance à l'autonomie au sein de la direction des ventes France chez Legrand. Legrand qui se positionne sur ce
marché avec quel type de produit précisément? Alors, beaucoup de produits selon la piste d'atterrissage du produit en question. On est dans une notion d'amélioration de l'habitat existant, puisqu'on sait qu'une très grande majorité des Français souhaitent vieillir à domicile. On est également face à un phénomène qui devient de plus en plus important, qui est l'émergence des résidences dites autonomie. Et puis, pour la dernière catégorie dont parlait Alain tout à l'heure, il y a également les EHPAD, le D étant dépendante, et des solutions donc plus médicalisées pour permettre aux gens d'être en contact direct avec des services médicaux à l'intérieur d'une résidence spécialisée. Ce qui veut dire qu'à travers ces résidences, il y a beaucoup, je dirais, de solutions informatiques ou autres pour porter assistance à ces personnes-là. Enfin, pour les aider à mieux vivre, tout simplement. Pour les aider à mieux vivre, voilà. L'ambition de Legrand, en fait, c'est vraiment d'essayer de réenchanter un peu la fée électricité. Il fut un temps où toute la famille, c'est un temps qu'on n'a pas connu, même si on vieillit très bien, mais c'est un temps qu'on n'a pas connu, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, où les familles se réunissaient, émerveillées, assistaient à l'allumage d'une lampe quand on appuyait sur un bouton. Bon, depuis, c'est bien rentré dans les mœurs, cette électricité-là. On a peut-être oublié qu'elle pouvait rendre énormément de services aux personnes, aux seniors, chez eux ou dans les résidences spécialisées. Et l'idée, c'est de mettre ces produits en prisme senior pour montrer qu'elles peuvent vraiment améliorer la vie des gens. Et par exemple, on trouve l'interrupteur à effleurement. Ça a l'air de rien, mais il y a plus de force mécanique, si j'ose dire. C'est juste effleurement l'interrupteur. Absolument. Ou autre chose, Michel, essayez d'arracher une fiche d'une cafetière, d'une prise électrique. Vous verrez que ça force beaucoup, et c'est normal, c'est fait pour. Si vous mettez un petit levier qui vous permet d'appuyer et d'éjecter la prise en question, du coup, c'est beaucoup plus facile pour vous. Voilà des choses simples qu'on va détailler également. Je voudrais saluer Philippe Benquier, bonjour. Bonjour. Président d'Acorus. Acorus, que proposez-vous? Enfin, on connaît un peu cette maison, mais un peu plus dans le détail. Alors, Acorus, c'est une entreprise de bâtiments spécialisée en rénovation en site occupé. Nos clients principaux sont les bailleurs sociaux, et c'est ça qui nous a amené à intervenir dans l'adaptation du logement pour des personnes âgées ou handicapés. Les bailleurs sociaux investissent beaucoup au travers de contrats cadres notamment, et nous intervenons chez les locataires de ces bailleurs pour adapter leur logement. L'année dernière, par exemple, plus de 1000 logements adaptés pour des personnes âgées, quasi exclusivement dans le parc social francilien. C'est un phénomène qui s'amplifie aujourd'hui. On dit souvent, et on l'évoquait à l'instant avec Emmanuel Ballandras, les personnes, on va dire âgées ou à mobilité réduite, tout ce que vous voulez, veulent rester chez elles. Ça, c'est incontestable. Je pense qu'il doit y avoir des chiffres, Alain Bosetti, là-dessus. Mais chez Acorus, vous sentez effectivement cette demande de plus en plus forte aujourd'hui? Alors, on la sent de plus en plus fortement. D'abord chez les bailleurs sociaux. Quand on a lancé ce service en 2012, on a fait 200 logements dans l'année. Aujourd'hui, on en fait 1000. Et ça continue. Les bailleurs ressentent qu'ils ont besoin de faire évoluer leur parc pour maintenir les locataires dans ce parc. Et c'est une demande de leurs locataires que nous ressentons. Et on la ressent aussi en dehors du parc social, avec là beaucoup plus de difficultés à pénétrer ce marché hors parc social pour des problèmes bien connus de tous les intervenants dans la silver economy, d'acceptabilité des solutions et d'arriver à offrir des offres non stigmatisantes. Voilà. Ouais, mais on va en parler de ça parce que ça c'est très important, autant sur le plan technologique que je dirais d'offres plus classiques que sont les logements adaptés, ne pas stigmatiser. Je crois que c'est un point où malheureusement, enfin beaucoup d'entreprises se sont un peu cassées les dents là-dessus en arrivant avec un système. Alain Bosetti, on a vu à une époque, lorsque la silver economy faisait ses premiers pas, estampillé senior certains produits, ce qui était un frein incroyable quand même. Oui, parce qu'en fait, on refuse de se voir vieillir. Donc, stigmatiser, en fait, on se sent, on n'a pas envie d'avoir quelque chose qui est moche autour du cou ou un déambulateur, etc. Et donc, on refuse. Donc, on l'utilise pas, on le laisse de côté. Donc, ça sert à quoi de payer un abonnement avec d'avoir des outils qui ne servent pas. Ouais. Et pour rebondir sur ce que disait Philippe également sur les bailleurs sociaux, il y a bien sûr l'adaptation du logement, mais également il y a quand vous avez 45 ans, vous êtes ravi d'avoir un appartement dans un immeuble au 7e étage avec une très belle vue. Soit 30 ans plus tard, vous êtes toujours là, et peut-être que vous aimeriez passer au rez-de-chaussée un appartement plus petit. Donc il y a d'une part l'adaptation technologique du logement, mais également des rotations à prévoir pour pouvoir générer de l'intergénérationnel et également d'adapter le bon étage à la bonne personne. Ouais. Plus globalement, quelles sont les attentes des seniors aujourd'hui? Les attentes des seniors, c'est effectivement 90% des seniors veulent vieillir chez eux. Ça, c'est une première chose. Globalement, ils veulent profiter de la vie quand ils sont encore
en bonne santé ou relativement fragiles. Et après, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir, on parlait tout à l'heure de ce que disait tout à l'heure Emmanuel sur la prise, ils veulent pouvoir utiliser comme les autres les produits et services qu'ils avaient avant, et le design universel, parce que la prise qu'on enlève plus facilement, ou la touche, l'interrupteur à effleurement, n'importe qui, qu'on ait 5 ans ou 95 ans, on est ravi d'utiliser. Donc les seniors, ils sont ravis de pouvoir vivre comme les autres, et quelque chose qui psychologiquement les irrigue, c'est le côté intergénérationnel. Les seniors aiment se voir avec leurs enfants et petits-enfants et pouvoir vivre en communauté. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si aujourd'hui 70 ou 80% des dons aux associations sont faits de seniors. Les bénévoles sont des seniors parce qu'ils ont le temps, parce qu'ils ont envie, et des valeurs de générosité irriguent la société en venant des seniors. Ouais. On a dit tout à l'heure qu'ils avaient un pouvoir d'achat. Reste qu'aujourd'hui, même si ce marché se structure avec des acteurs qui se structurent, on va en parler, on a eu le sentiment qu'il y a eu beaucoup de petites initiatives avec des innovations parfois très surprenantes et même très intéressantes à observer, mais qui n'ont pas trouvé effectivement leur débouché. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de cette économie et comment se structure-t-elle? Comment vous l'analysez? L'évolution, la France est Parce qu'on en parle depuis un moment de cette silver economy. Exact. Sous le terme, le vieillissement de la population, on le sait, la démographie, on le sait depuis 30 ans. On sait très bien ce qui va se passer. D'accord. Après, on prend ou pas politiquement ou économiquement des décisions, mais on sait ce qui se passe parce que toute chose étant égale par ailleurs, là, on peut projeter la démographie. Bon, donc on en parle depuis longtemps. Le terme silver economy, il est vraiment popularisé depuis 2013 avec avec ce que fait Arnaud Montebourg, Michel Delaunay, qui ont donné ce nom. Et c'est bien de voir nommer parce qu'on voit que de nombreux acteurs ont utilisé ce nom pour labelliser leurs initiatives. Troisièmement, l'évolution, elle est forcément positive en France, en Europe et dans beaucoup de pays du monde. Il y a près d'1 milliard de seniors dans le monde aujourd'hui. Donc il y a un énorme potentiel. La France est un pays en voie de développement. Moins que l'Allemagne, mais c'est un pays en voie de développement. Donc il y a un potentiel énorme. Et après, ces opportunités, elles sont à saisir. Et nos invités, vous invités ce matin, montrent qu'ils les saisissent à plein bras. Ils vont nous raconter exactement ce qu'ils font, comment ils ont fait pour développer ces technologies nouvelles, et puis comment eux aussi voient ce marché. Je souligne qu'il y a eu plus de 300 000 emplois qui ont été créés dans ce secteur en moins de 7 ans. On marque une pause, on revient dans une poignée de secondes, on rentre dans le détail. À tout de suite. Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. De retour dans le Business Club de France, une émission spéciale Silver Economy. Alors on compte dans le monde 150 millions de patients chroniques, 15 millions en France. Parmi eux, une majorité a des ordonnances complexes et la plupart de ces personnes sont âgées. Caroline Blocher, vous êtes la présidente de Medissimo. On a parlé de ce pilulier connecté tout à l'heure. Et vous dites que les erreurs médicamenteuses tuent en France 15 000 personnes par an. Les erreurs médicamenteuses tuent, tout à fait. Elles tuent parce que le médicament, pour être efficace, doit être bien pris. Dès lors que l'on déroge à la règle, on se met en situation de risque. Et ce risque, il peut être anodin, mais il peut générer une hospitalisation. Des hospitalisations, nous en avons en France environ 1 million de journées par an. Et certaines personnes, bien heureusement, échappent, et d'autres, malheureusement, décèdent. Donc c'est de ce constat qui est d'améliorer d'abord la sécurité des personnes et nos concitoyens qu'il a fallu absolument innover en matière de gestion de traitement médicamenteux. Et l'idée est toute simple, je le dis, je le répète, un médicament pour être efficace doit être bien pris. Oui. Et vous allez un petit peu plus loin, parce qu'à partir du moment où il est bien pris, à partir du moment où donc il soigne, ou du moins il améliore l'état de santé, cela fait quand même des économies, dites-vous, au système de santé. Oui, la bonne prise des médicaments, donc ce que l'on appelle l'observance médicamenteuse, est un comportement humain qui génère des économies aux États, tout simplement parce que d'abord on évite les hospitalisations, qui coûtent aux alentours de 2 milliards d'euros par an en France, et puis aussi on consomme la bonne dose de médicaments, ni trop, ni trop peu. Et cette économie de la bonne dose de médicaments est évaluée à environ 1,5 milliard d'euros. Donc chaque année, en se soignant mieux, en étant plus en forme, on génère des économies pour l'État. Donc l'observance médicamenteuse est une très belle histoire aussi pour cela. Oui. Puisqu'elle est à la fois individuelle, c'est-à-dire qu'en me soignant mieux, je me protège moi-même. Elle est communautaire. Je protège aussi la communauté des patients
que j'informe et avec laquelle je discute. Bien évidemment, elle aide au développement des pratiques médicales, puisque avec mon médecin, mon pharmacien, mon infirmière, mon écosystème de santé, j'informe et j'aide à l'amélioration des pratiques. Et enfin, elle profite aux États, puisqu'elle génère des économies significatives. Alors aujourd'hui, 2 produits phares, mais il y en a d'autres. Hein, mais on a cité tout à l'heure Imedipac, c'est le nom de ce pilulier qui est en vente maintenant. Il est accessible. Oui. Hein, ça y est. Oui, ça y est. Voilà. Et puis il y a Imedicup qui est destiné lui aux malvoyants, qui a le même principe, si ce n'est qu'il a des fonctions supplémentaires. Oui, le constat, l'hypothèse, l'innovation de base, c'est de dire que pour prendre son médicament tous les jours sans se tromper, sans l'oublier, il faut qu'il soit préparé dans un pilulier. Et ce pilulier, qui est donc un objet de la vie courante et qui rejoint donc la Silver Economy, mais aussi les jeunes patients chroniques, ne les oublions pas, ils sont nombreux. Ce pilulier va donc être utilisé par les uns et les autres, soit simplement en perforant un compartiment, soit de façon encore plus technologique avec une cup, c'est-à-dire une cuillère qui vous guide sous le bon compartiment et qui permet donc aux personnes malvoyants d'aller droit au bon endroit, de ne plus se tromper, donc de renforcer sa sécurité. Vous avez proposé quelques vidéos, on va les mettre sur notre blog businessclubdefrance.com pour que vous visualisiez bien ce que c'est. Comment avez-vous fait, justement, on l'évoquait tout à l'heure, pour que cette technologie soit acceptée, qu'elle soit simple, utile? Comment vous avez travaillé pour atteindre ces objectifs-là? On a travaillé, comme l'ont dit nos intervenants précédemment, avec l'objectif de l'usage à la sortie. À quoi ça sert? Comment va-t-on l'utiliser? Et que faire avec le pilulier en l'occurrence? Donc on a démarré le dossier par l'issue de sortie. Donc ça signifie qu'au bout, vous avez un objet qui est évident d'usage. Il n'y a pas de on, il n'y a pas de off. Il se met en mobilité tout seul quand vous le prenez. Il n'y a pas de bouton. Il se réveille quand c'est utile. Et pour la personne, depuis le pilulier en porcelaine des années 30, le geste reste identique avec ce pilulier. C'est-à-dire avec un index, on perce un compartiment. Bon, la différence est que le compartiment qu'on perce autour est bardé d'électronique, mais le geste patient est le même. Et l'objet est complètement automatique dans son mode de fonctionnement. Donc il est d'une extrême simplicité. L'usage est accessible à la majorité des concitoyens. Je vais donner la parole à nos autres invités, mais justement, une fois que cette technologie est là, on la met en vente, je m'imagine qu'il y a un travail de pédagogie, parce que c'est quand même un investissement. Je ne sais plus quel est le prix de votre pilulier, mais il y a un acte d'achat quand même. Hein, est-ce que c'est accepté facilement par ces personnes qui ont besoin de ce type de produit? C'est accepté au fur et à mesure. Michel, vous avez raison, mais au-delà du pilulier, vous posez plus généralement la question du modèle économique des objets ou des services connectés ou des investissements liés à l'amélioration de la qualité de vie, de l'habitat. Sur tous ces sujets, et on le voit d'ailleurs au salon de la Silver Economy, toutes ces innovations ont déjà à travailler la transformation d'un modèle. Avant même de savoir qui va payer combien, il y a un appel à la population, à nos concitoyens pour bien expliquer, bien informer que si on veut vieillir mieux, vieillir plus longtemps, il est absolument important aussi de transformer ses habitudes un petit peu et de se donner les moyens de transformer ses habitudes. Pour le pilulier connecté, il y a une évolution absolument importante qui est que les patients doivent déjà accepter de prendre leurs médicaments dans un pilulier et plus à partir de boîtes que l'on ouvre les unes derrière les autres. Donc c'est une première innovation à la suite de laquelle se pose effectivement la question de qui paie. On pourra en reparler parce que le sujet est vaste et je crois qu'on peut le partager sur tous les types de métiers. Et nos autres invités peuvent intervenir quand ils le souhaitent, bien entendu. Emmanuel Balindras, on va s'intéresser à Legrand et à toutes ces actions faites dans le domaine de la domotique au service des personnes âgées, puis même des personnes à mobilité réduite. Comment a démarré cette aventure? Parce qu'on vous connaît sur des produits plus classiques électriques, mais un peu moins là dans ce domaine de la domotique. Comment ça a démarré? Et puis surtout, ça rejoint un petit peu la question que j'ai posée à Caroline à l'instant, c'est comment est-ce qu'on s'adapte pour qu'effectivement la domotique rende réellement service? Alors ça a démarré par l'initiative déjà des dirigeants de Legrand
qui se sont aperçus très tôt que les produits électriques pouvaient apporter des solutions extrêmement pragmatiques pour un marché grandissant qui était le marché des seniors, d'une part. D'autre part, géographiquement parlant, Le Grand ayant ses bases dans le Limousin, pas très loin de la Corrèze et la Creuse, qui sont les départements dont le taux de personnes seniors est le plus important. Et ensuite, en imaginant des choses extrêmement pragmatiques sur lesquelles on pourrait communiquer rapidement. La figure de proue d'approche produit que l'on a pour ces personnes-là, c'est basé sur 3 chiffres, dont un a été cité par Alain tout à l'heure. 80% des Français souhaitent rester le plus longtemps possible dans leur domicile. Dans le même temps, on sait qu'un tiers des personnes de plus de 65 ans et plus et vivant à domicile chutent chaque année. Et que le coût moyen d'une hospitalisation pour chute est de 8 000 €. Là-dessus, on a imaginé, à partir de produits existants, ce qu'on appelle le parcours lumineux, qui sécurise en fait le parcours le plus accidentogène pour les seniors dans leur domicile, qui est le parcours lit-toilette pendant la nuit. Et comment ça marche très concrètement? C'est-à-dire que je mets les pieds par terre, j'ai un besoin nocturne, je suis détecté, j'allume la lumière et bien entendu par respect pour le conjoint, je n'allume pas la lumière plein pot, si vous me permettez la trivialité, avec le point de centre, mais plus une lumière annexe tamisée. Je suis amené jusqu'au couloir. Je peux éventuellement encadrer ma porte d'une LED lumineuse également qui pourra me permettre, pourquoi pas, d'avoir un éclairage un peu sympathique aussi. Je vais jusqu'aux toilettes où je suis détecté et je reviens et de moi-même, j'actionne la fin de ce parcours lumineux de manière à être, encore une fois, pas stigmatisé. Et ce qui est intéressant dans cette approche produit, qui est vraiment notre figure de proue, c'est que c'est une approche qui n'est pas stigmatisante dans le sens où ça peut parler, bien entendu, aux seniors, mais ça peut parler à vous et moi, qui avons percuté notre commode à plusieurs reprises pendant la nuit parce qu'on est plus ou moins en forme quand on se réveille à 3 heures du matin. Et puis bientôt senior. Et bientôt senior. Et sans parler des enfants qui également peuvent avoir envie d'avoir ce genre de solution chez eux. Alain Bosetti, qui est le président du salon Silver Economy Expo. Je vais rebondir juste sur une statistique, on n'est pas sur rebondir sur ce que disait Emmanuel. On parle toujours des accidents mortels sur la route. Il y a entre 3 et 4 000 décès par an, et c'est toujours de trop. Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'il y a 20 000 décès d'accidents domestiques par an à la maison. Donc 5 à 6 fois plus. Et que les 2 tiers de ces accidents domestiques sont des seniors. Donc moi j'ai une petite voiture, je vais pas citer sa marque, mais j'ai plus d'électronique dans ma voiture qui vaut 10 ou 12 000 € dans ma maison. Donc et on oublie ça. Voilà, il y a 6 fois plus d'accidents mortels à la maison que sur les routes. D'où le chemin lumineux, par exemple. Oui. Mais en fait, je m'aperçois que ce sont des choses simples mais extrêmement utiles. Oui, pratique. C'est vrai que ce sont des élus creusois qui vous ont demandé de réfléchir à toutes ces choses-là. Absolument, des élus creusois qui se sont aperçus donc de tous les phénomènes que je décris et qui en plus de ça ont voulu créer un lien, et c'est important, avec les installateurs électriciens du département, de manière à créer une sorte de chaîne alors économique, c'est pas très joli, mais une chaîne de solidarité qui permettrait en fait à monsieur et madame le senior dans la mairie de trouver les coordonnées d'installateurs électriciens formés aux problématiques du vieillissement et qui donc pourraient équiper et améliorer l'existant. Mais on a également, Michel, des solutions pour le neuf. Je vais parler de ces résidences-services tout à l'heure, qui là, pour le coup, peuvent être prévues en natif avec une architecture électrique et numérique. On parle souvent de domotique, je sais que le mot fait peur, mais il ne devrait pas faire peur parce que la domotique peut également être au service des gens et permettre tout un tas de scénarios. Je donnerai un exemple, si vous me permettez. Le bouton qui éteint tout à ramener à la fermeture centralisée des portes de la voiture, qui permet à la personne âgée d'éviter les oublis, d'éviter à avoir faire le tour de sa propriété pour éteindre toutes les lumières et de partir tranquillement, faire ses courses en sachant que derrière, tout est éteint et on économise de l'énergie en passant. Vous savez que ce bouton qui éteint tout, on n'a pas besoin d'être senior, ça serait parfait pour toutes les maisons. Ça parle au cadre dynamique, à la famille, à l'enfant, à tout le monde. C'est ça qui est beau. Ça, c'est clair. Philippe Blanquet, juste avant la pause, après on va regarder un peu plus à Chorus. Une réaction à ce qu'on vient de dire? Oui, alors la chaîne, nous on considère que un de nos rôles est d'intégrer ces produits, et une des évolutions de notre offre aujourd'hui, c'est d'aller chercher l'intégration, le conseil, les bouquets de travaux intégrant domotique et sécurisation du domicile. Si je reviens une seconde sur les bailleurs sociaux, nous avons proposé des packs seniors aux bailleurs sociaux qui permettent de commencer à adapter son domicile avant d'être trop vieux pour le faire ou pour avoir envie de le faire. Ouais. Alors on a vu qu'effectivement il y avait des nouveaux business qui naissaient, et pas forcément que pour les seniors. On l'évoquait à l'instant avec vous et Emmanuel Ballandras. On va marquer une nouvelle pause et on va revenir dans un instant. J'aimerais qu'on aborde aussi cet aspect économique, parce que des personnes à domicile, quand j'entends ce chiffre qu'une chute c'est plus de 8 000 €, on peut se dire qu'un bon maintien à domicile, je vais parler très trivialement, c'est aussi des économies pour la société. Oui. On va
va en parler si vous le voulez bien. On marque une pause, à tout de suite. Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Michel Picot sur BFM Business. De retour dans le Business Club de France, spécial Silver Economy aujourd'hui. Alors nous évoquions juste avant la pause ces logements adaptés aux personnes âgées ou en mobilité réduite qui veulent rester chez elles. Chez Acorus, Philippe Binquet, votre travail, la réhabilitation, la remise en état de logement, l'entretien, l'adaptation, c'est du gros œuvre? Non, c'est pas du gros œuvre. On parle de choses simples. Oui. On parle de choses simples. On parle de remplacer une baignoire par une douche. On parle de portes plus faciles à bouger. On parle de salles de cuisine plus adaptées, plus accessibles. Donc non, on n'est pas dans des travaux complexes. On a beaucoup travaillé au sein de Silver Valley, l'association dont Acorus est membre actif, sur les freins à l'adaptation du logement. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que une partie de ces freins étaient liés à l'âge, l'autre non. L'autre est lié à ce que sont les travaux. Et notre mission, finalement, n'est pas spécifique aux personnes âgées. Notre mission, c'est de réenchanter l'acte d'améliorer son logement, qui doit redevenir un plaisir et pas une punition. Si j'ai pris l'habitude, et c'est pas le cas aujourd'hui, d'adapter mon logement régulièrement au fur et à mesure des étapes de la vie, plus facilement, lorsque j'en aurai réellement besoin parce que ma vie devient en jeu, parce que je peux chuter ou autre, je vais le faire. Si j'ai jamais fait de travaux, c'est un drame de devoir imaginer de faire venir des ouvriers, de faire plein de poussière, de plus pouvoir se doucher pendant quelques jours, etc. Donc on est sur des choses relativement simples avec beaucoup de psychologie et qui remontent finalement à ce qu'est le métier d'adaptation d'un logement et de rénovation. Je pensais qu'un des freins pouvait être aussi le coût des travaux. Alors je ne crois pas. Ça rejoint un peu ce que nous disait Caroline Blocher tout à l'heure, l'investissement nécessaire sur notre vie en tant que senior. Mais non, c'est pas un frein Je crois pas que ce soit le principal frein. On parlait des moyens. Alors toute proportion gardée. Qu'ont les seniors. On parlait du coût de l'hospitalisation, 8 000 € pour remplacer sa baignoire par une douche et faire quelque chose de tout à fait correct. Il y a à peine besoin de 8 000 €. Donc la comparaison est assez vite faite. Ouais. Et comme je le disais également, le maintien à domicile, c'est aussi de l'économie pour la société. C'est bien sûr de l'économie pour la société, évidemment. C'est difficile à dire comme ça, mais c'est vrai, quoi. C'est une réalité. Si vous avez des réactions, vous intervenez quand vous le souhaitez. J'ai un mot pour appuyer ce que disait Philippe, parce que vraiment j'ai la conviction que l'installateur électricien a un rôle fondamental à jouer, de proximité avec les seniors et avec le reste de la famille d'ailleurs. Ils sont 40 000 en France. En ce qui concerne le grand, il y en a plus de 2000 qui sont formés aux problématiques du vieillissement. Et il y en a plus de 200 qui sont labellisés Mayome Team, Mayome du nom de notre offre domotique, et qui sont donc prêts à apporter demain des solutions très pragmatiques à des gens qui, j'ai presque envie de dire, sont dans le besoin d'avoir une installation électrique qui soit en phase avec leur manière et leur mode de vie, sans même parfois savoir exprimer le pourquoi de cette demande-là. Et c'est ça qui est intéressant aussi, comment l'installateur pourra suggérer, proposer des choses et devenir, aux yeux de la famille, aussi populaire que le boulanger ou le boucher l'est au sein du village ou du département. Et ça, j'y crois beaucoup à ce maillage-là, et seuls les installateurs électriciens sont capables de faire ça. Alors, notre conviction à nous, c'est qu'il suffit pas d'être électricien. Notre approche, c'est une approche multi-corps d'État, puisque pour adapter un logement, il suffit pas d'être électricien, il faut aussi faire de la plomberie, de la peinture ou de la menuiserie. Nos équipes sont des toutes petites équipes qui rejoignent ce que vous venez de dire, des équipes d'une dizaine de personnes, ultra locales, ultra sectorisées. Et d'ailleurs, on travaille en partenariat aussi avec la paire et Vita Confort dans cette logique de proximité. Voilà. Ouais. La paire qui s'adhère au service de l'économie. Non, en fait, il y a les installateurs électriques en particulier, les artisans en général, comprennent qu'il y a un potentiel énorme, à condition de faire, évidemment, d'être pro, de faire du bon boulot, de gagner la confiance, et donc ça veut dire de faire des devis raisonnables et pas se dire je vais arnaquer la petite vieille, et 3, pour parler crûment, et troisièmement, de comprendre et de se mettre en empathie avec eux. Et je voudrais également rebondir sur ce que disait tout à l'heure Philippe, quand il a dit en fait effectivement il faut faire les travaux, c'est aussi psychologique avant qu'on n'en ait plus envie. Un des points clés, il faut bien avoir en tête, c'est que l'âge cognitif, celui qu'on se donne, l'âge réel, il y a 15 ans d'écart. On se croit tous entre 15 et 20 ans plus jeunes que l'on est. Et donc, si vous voulez adapter la baignoire, mais remplacer la baignoire par une douche, c'est quand je serai vieux. Et ça, c'est vraiment un point de tout l'environnement, des aidants, de la famille, des voisins, pour le faire
petit à petit, ça prend du temps. Ce sont des décisions qui prennent du temps. Voilà. Et dernier point, 8 000 € d'économie pour quelque chose qui arrivera peut-être à quelqu'un d'autre, mais jamais à moi, parce que moi je suis encore en bonne santé, versus quelques centaines ou quelques milliers de travaux, j'ai une économie potentielle pour les autres, et pour moi j'ai un coût. Donc c'est tout cette mise en corrélation d'économie globale macro avec des dépenses micro qu'il faut bien comprendre. Ouais, effectivement. Domotique, donc aménagement de locaux, technologie. Caroline Blocher, vous êtes la présidente de Medissimo. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de ce marché aujourd'hui ? C'est un marché qui est en cours de structuration, en pleine transformation et qui, de mon point de vue, trouvera toute son efficience dès lors que nous continuerons tous les uns les autres à informer, à éduquer, à expliquer, à mobiliser tous ceux qui sont autour des seniors ou des grands seniors, parce que je crois que un marché, c'est tout simplement une réponse à un besoin. Et tant que le besoin n'est pas clairement exprimé ou n'est pas clairement défini par nos concitoyens, je dirais que le monde est pavé de bonnes intentions. Nous œuvrons les uns les autres avec des objets, de l'innovation, des différents modèles de transformation. Pour autant, nous devons aussi passer beaucoup de temps à informer, à expliquer, à mobiliser. Nous vieillissons tous en bonne santé. C'est une très bonne et c'est une heureuse nouvelle. Pour autant, nous devons aussi prendre conscience que vieillir nécessite d'organiser son vieillissement. Et l'organiser, c'est aussi y mobiliser des idées et des fonds. Et toute cette éducation, toute cette pédagogie fait partie de notre responsabilité. Et donc, pour répondre clairement, Michel, à votre question, nous sommes pleinement responsables de cette ouverture de marché et de sa prospérité. Nous devons informer et pour l'intérêt des concitoyens. Voilà qui est dit. Une réaction, Emmanuel Ballandras ou Philippe Benquet ? Oui, moi j'ai bien aimé, je rebondis encore sur ce que disait Alain, il avait raison, cette nécessité d'accompagner le client quand on est installateur électricien, je pense que c'est important. En même temps, c'est pas évident pour eux parce que imaginez qu'on intervient en moyenne tous les 35 ans sur une installation électrique traditionnelle. Donc fidéliser, accompagner un client quand on le voit tous les 35 ans, c'est pas forcément facile. La beauté de la domotique et de ces infrastructures électriques et numériques, c'est que on pourra revenir maintenant chez les gens, non pas parce que ça marche pas, mais parce qu'on voudra faire grandir l'installation au fur et à mesure du changement de mode de vie, du vieillissement et également de la famille les enfants partent vivre de leurs propres ailes et la chambre du petit peut devenir un bureau, etc. On aura envie de cette latitude, cette flexibilité de l'installation électrique. Ça veut dire que ça se prépare, comme dit Caroline Blocher. Absolument, ça se prépare. Ça se prépare cette période d'Aldavi. Elle se prépare et à nous, entreprises, de communiquer sur ce qu'il est possible de faire, bien entendu. Bien sûr. Philippe Benquet, une réaction à ce qui a été dit ? Oui, ce qui me frappe, c'est cette évolution de ce marché vers une intégration des différents acteurs. On disait en introduction que à l'époque du rapport Broussy, qui avait posé par exemple l'adaptation du logement comme premier défi, tout le monde s'est précipité, chacun avec sa technologie, en disant moi je vais faire de l'adaptation du logement. Aujourd'hui, on se rend compte, et on le voit bien autour de la table, que c'est l'intégration de tout ça qui va permettre de faire évoluer les choses, qui pour l'instant, elle évolue pas encore énormément. On n'a que 6% du parc, c'est des estimations qui sont adaptées pour des personnes âgées. Donc cette notion d'intégration, de travailler ensemble est clé. On achète un smartphone, on n'achète pas une puce, une coque et puis des composants, etc. On achète un truc qui fonctionne globalement. Donc il y a des intégrateurs qui proposent ça. Et c'est la même chose pour la partie adaptation du logement ou dans la santé. Oui, mais ça rejoint effectivement cette prise de conscience, et je la retiens, ce que disait Caroline, cette prise de conscience sur l'avenir et cette préparation à laquelle, comme vous le disiez, Alain Bosetti, on a toujours le sentiment d'avoir 15 ans de moins que le véritable âge, et donc du coup on a tendance peut-être à repousser, ou on n'a pas pris conscience effectivement, et au rôle des entreprises, comme vous le disiez Emmanuel, de communiquer. Alain Bosetti, on voit la silver economy, j'ai presque envie de dire, elle est toute jeune encore. Ah oui, c'est en fait AG Canonix. On n'a pas attendu Arnaud Montebourg et Michel Delaunay pour qu'il y ait des seniors AG Canonix. Il est là depuis plus de 2000 ans. Hein. Mais on sait qu'aujourd'hui un homme en moyenne ça vit 78 ans. Dans 5 ans, 10 ans, on ira l'espérance de vie sera à 82. Les femmes c'est encore plus. Ce qui est nouveau, c'est la structuration de la filière. D'accord ? Parce que le grand, les acteurs, alors peut-être pas Caroline, les acteurs autour de la table sont là depuis des années et des années. Ce qui est nouveau, c'est structurer la filière
pour pouvoir permettre effectivement de coordonner les efforts et de pouvoir intervenir au profit des seniors. Je ne vais pas parler pour Legrand, mais vous avez signé de nombreux partenariats, y compris avec des startups, avec des objets connectés, etc. Vous accélérez là. Absolument. On a conclu effectivement un partenariat. On a souscrit à la levée de fonds de Netatmo récemment. Exactement. Et avec bien entendu l'idée d'appuyer cette entreprise dans son très fort développement et bien entendu d'en récolter quelques fruits évidemment. Netatmo qui est dans les objets connectés, et notamment avec une caméra à reconnaissance faciale. C'est absolument, c'est ça. Entre autres. Mais, donc voilà, ça veut dire que c'est leur année, quoi, si j'ose dire aussi. Mais... Acorus a déjà commencé. On voit le nombre de chantiers qu'ils font. Et puis les piluliers arrivent aussi maintenant sur le marché. Mais c'est la démographie qui a encore raison, parce que il y a eu le baby boom, c'est le papy boom, et en fait c'est l'afflux massif d'une classe d'âge qui vieillit, qui prend conscience qu'il y a des moyens, qui a drivé le pays pendant des dizaines d'années, et c'est cette arrivée massive d'une classe d'âge qui fait prendre conscience qu'il y a des besoins. Tant que c'est ça en fait, le papy boom est vraiment le départ de la silver economy. Ouais. Et puis on le voit notamment à travers votre salon que les régions se mobilisent fortement autour des acteurs de la silver economy, non seulement pour apporter du confort aux personnes âgées, mais aussi à des emplois à la clé. J'évoquais le chiffre de 300 000 tout à l'heure. Visiblement, c'est un chiffre qui va progresser. Oui, on estime qu'il y en a encore autant dans les 10 ans qui viennent, et les régions travaillent pour fonder autour de clusters, regroupent, prennent des initiatives pour que localement, régionalement, les entreprises et centres de recherche des universitaires travaillent ensemble au profit de solutions intégrées. Oui. Alors on a parlé essentiellement de services, Alain Bosetti, on va s'arrêter là-dessus, mais la silver economy, c'est aussi beaucoup d'autres secteurs. On a évoqué les loisirs, l'alimentation, les packaging, les vêtements, des vêtements par exemple avec des manches plus amples, parce que quand on a un peu d'arthrose, on les enfile moins bien. Des vêtements avec des manches plus amples pour les enfiler, c'est utile. Des portions plus réduites, on en voit déjà pas dans les rayons seniors, mais des portions plus réduites pour s'alimenter, le tourisme, etc. Donc la silver economy, c'est des produits, des services, ça, on les voit pas, mais c'est partout en fait. Hein. Ouais. Merci en tout cas pour cet éclairage. On aurait pu en parler encore une heure de plus. Alain Bosetti qui est le président du salon Silver Economy Expo qui se tient à Paris du 24 au 26 novembre. Merci Caroline Blocher, présidente de Medissimo. Emmanuel Ballandras qui est le directeur de marché système domotique et assistance à l'autonomie au sein donc de la direction des ventes de Legrand France. Et Philippe Binquet qui est le président d'Acorus. Merci d'avoir participé à cette émission spéciale. Dans un instant, juste après la pause, nous retrouvons le médiateur national interentreprise. À tout de suite. National interentreprise 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 à tout de suite.